dit lecture et aujourd'hui je suis en compagnie de Laurent Colombert. Bonjour. Bonjour. Tu es comédien. Tout à fait. Depuis combien de temps? Oh, ça doit faire à peu près 35 ans. 35 ans. Voilà, donc aujourd'hui on va parler théâtre, on va parler surtout d'un auteur bien particulier que vous allez découvrir au fur et à mesure. On est ici dans un petit village des Pyrénées qui s'appelle la Bastide de Céron. C'est ça. Oui. On est dans le Céronais entre Foix et Saint-Girons. Tu es venu habiter là il y a longtemps, parce que je crois que tu es originaire de Paris. Oui, moi à la base je suis originaire de Paris, je suis de la banlieue parisienne, puis Paris. Ensuite je suis descendu à Toulouse en 98 et ici il doit y avoir une quinzaine d'années que je suis dans le coin. Et voilà, j'ai toujours été j'ai quitté le monde pour aller de plus en plus là où c'était tranquille. Et la prochaine étape, c'est peut-être une grotte, je ne sais Mhm. pas. Mais Terminé ermite. ouais, je sais pas. Parce que quand je suis arrivé à Toulouse, j'avais l'impression d'être dans un village en venant de Mhm. Paris. Tout le monde se connaissait, Mhm. chose improbable. Et au bout d'un moment, même à Toulouse, il y avait trop de monde pour moi, quoi. Il fallait que je m'esseler un peu plus, j'ai besoin de tranquillité. Dans la tranquillité, tu y trouves l'inspiration. J'y trouve des ressources pour me permettre, parce que dans mon métier, on voit tout le temps des gens et on est là pour les autres, pour Mhm. les gens tout le temps. Donc j'ai besoin de moments et d'endroits où je peux être là pour moi uniquement et pour la nature. Les bois ici sont importants pour moi. Ouais, j'ai cru comprendre que tu faisais des stages de théâtre dans les bois, Oui, oui, oui. en promenade, En c'est ça? forêt, en En forêt. forêt. Alors on se promène pas, on reste dans ces endroits très, choisis. Oui, ce sont des stages pour le fait de faire un stage de théâtre dans un endroit qui n'est pas une salle de théâtre ou dans un endroit qui n'est pas dédié au théâtre, fait que l'enseignement rentre de manière complètement différente. Il est plus intellectualisé, il rentre de manière instinctive, il y a une urgence qui n'est pas la même, de manière plus physique, plus physiologique, martiale, pourquoi pas. Euh, pas avoir peur de ce mot-là, mais c'est Oui. simplement parce que voilà, il y a une pratique des arts martiaux aussi qui peuvent se faire Mhm. dans la forêt. Et ce que ça peut apporter, parce que moi dans ma vie j'ai fait pas mal d'arts martiaux, et quand je vois ce que moi ça m'a apporté au niveau scénique, bah, du coup j'essaie d'en faire profiter les autres aussi. D'accord. Ça veut dire qu'on peut être comédien en province, on n'a pas besoin d'être à Paris. Oui, non, 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 je crois que ça c'est une vue de l'esprit faite de, il faut aller à la capitale pour pouvoir faire du théâtre ou du cinéma, même le cinéma maintenant, ici ça vient de plus en plus, quoi. Mhm. La région, beaucoup de films qui se font ici. Mais en tout cas, pour le théâtre, non, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de théâtre et d'opportunités à Paris, mais il y a beaucoup plus de comédiens aussi. Mhm. Donc, quelque part, ça Les revient moyens dans la exactement au même. balance. Moi, je suis même, je pense, un des rares comédiens qui suis parti de Paris parce que je travaillais trop. Mhm. Et j'en pouvais plus. J'ai décidé de privilégier la qualité de vie plutôt que la quantité. Bon, je me suis fait un peu rattraper après ici par le travail aussi. Et du coup, j'ai recommencé à faire entre 5 et 8 spectacles par an tout le temps. Mhm. Voilà, après j'ai pu retrouver un rythme un peu plus serein. Et Donc on peut vivre de son métier, du métier de comédien, loin de la capitale. mais oui, C'est c'est un un métier qu'on projet. peut faire partout. Alors après, dans le coin, quand on est loin de la capitale, on peut peut-être plus, comment dire, sortir les mains des poches et se dire, bon ben voilà, je vais créer des choses, des compagnies, des lieux, des rencontres. C'est peut-être plus difficile à ce niveau-là, mais c'est vachement enrichissant. Ça croise de toute façon l'amour de la vie, l'amour des gens, l'amour des lieux, l'amour de la nature. Oui, bah c'est tout ça aussi le théâtre. C'est tout ça. Ouais. On est chargé de reproduire l'humain Mhm. et tout ce qui fait société avec l'humain, donc ça passe par là. Alors qu'est-ce qui t'a attiré au théâtre? Comment t'en es venu au théâtre? Alors, moi j'avais 14 ans, j'ai vu à la télé, j'habitais donc en 93, en banlieue parisienne, et j'ai vu à la télé Cyrano de Bergerac, Mhm. la pièce filmée
C'est une représentation filmée avec Jacques Weber, qui date de 84, je crois. Et quand j'ai vu ça, je suis tombé sous le charme et je me suis dit, bon ben, je veux faire ça. Moi, je veux faire Cyrano, là, je vais faire ça. Et à partir de Cyrano, ben, ça m'a ouvert au métier de comédien et à tous les autres textes. Et puis voilà, c'est devenu une passion. J'ai beaucoup lu. J'ai essayé je ne pouvais pas trop aller au théâtre, mais faire ce que je le faisais. Puis après, j'ai pris des cours tout de suite à 14 ans, dans un petit cours d'art dramatique dans la ville où j'habitais, tous les samedis après-midi. Et puis voilà, et puis à 18 ans après, je suis passé au conservatoire du 5e arrondissement. Et ensuite, 2 ans plus tard, à 20 ans, à ce qui s'appelle aujourd'hui l'École supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. Mhm. Où je suis resté 2 ans, et là, c'était 8h, 20h tous les jours, pendant 5 jours par semaine, pendant 2 ans, quoi. Mhm. Avec différents professeurs, différentes matières. C'était intense, c'était super. Quel souvenir tu as de tes professeurs de théâtre à l'époque? Ben, j'ai différents souvenirs. Il y en a des bien, il y en a des moins bien. J'imagine. Mais j'ai en tout cas une énorme gratitude pour la plupart d'entre eux parce qu'ils m'ont appris des choses qui me servent encore aujourd'hui et que je transmets aussi à mon tour. Que ce soit voilà, on va peut-être pas rentrer tout Non, dans la non, non. technique, mais, Mais c'est quelque chose de mais bien. une façon de, et c'est ce qui moi me plaît d'enseigner et de faire aujourd'hui d'ailleurs, c'est une façon peut-être de faire correspondre sans arrêt le fond et la forme. Mhm. Voilà, que le fond alimente la forme et que la forme alimente le fond parfois. Et que on ne sait plus le fou de la poule et qui a commencé, mais tout est tellement lié, imbriqué que ça permet d'avancer. Comment ça fait ça, cette forme, cette matière théâtrale qui est à la fois le spectacle, le comédien, l'alliance avec le public et les autres. Oui, oui, et puis le texte et le jeu, comment dans le phrasé le texte va nous aider à jouer, comment le jeu va magnifier le texte, Mhm. comment ils se portent l'un l'autre, qu'est-ce qui s'apporte mutuellement. Ça, c'est quelque chose qui me passionne assez sur le travail du texte. Euh, Alors le texte et le jeu, justement, ce qui t'a amené au théâtre, c'est ce personnage de Cyrano, incarné par Weber, qui est le comédien. Et le texte, évidemment, d'un des plus grands auteurs français, Edmond Rostand. Et donc c'est d'Edmond Rostand, justement, dont on a voulu parler aujourd'hui, en faisant un parcours sur son œuvre et en commençant par Cyrano. Non, même avant, en fait, on va commencer, puisqu'on est dans les Pyrénées, on va commencer par un recueil de poèmes qui a pour titre Les Musardises. Euh, Edmond Rostand est né à Marseille et ses parents son père les avait emmenés en vacances dans un petit village qui est une station de ski dans les Pyrénées qui s'appelle Bagnères de Luchon, Oui. où ils ont construit donc leur villa, la villa Julia, dans laquelle il a passé toute son adolescence, les étés, et qui l'a nourri en fait de plein d'images, de sensations. Justement, là c'était physique, là pour le coup, il était en pleine nature. Il Ouais. était au milieu des champs et au milieu des montagnes. Mais il y a plein de choses comme ça qui. Ça parle. Pour revenir sur Cyrano, tu vois, c'était vraiment, et c'est ce qui m'avait marqué chez Weber d'ailleurs, dans son interprétation, où c'était vraiment très romantique. Cet appel de la nature, quand on voit les impressionnistes, il y a toujours aussi chez Rostand ce besoin voilà, de se référer à la nature, alors soit dans les Musardis ou dans Cyrano, dans plein d'autres choses, dans le chant clair. Bien sûr. Voilà, c'est toujours très très présent, quoi, ce besoin de saisir la lumière, un peu comme les impressionnistes, de saisir la lumière naturelle. Ça m'avait frappé aussi souvent. Alors, justement, dans les Musardis, tu as choisi 3 poèmes. Par lequel tu voudrais commencer? Euh, eh bien, eh bien, eh bien. On pourrait commencer peut-être peut-être par les vers qu'on ne finit jamais. Ah, oui, Parce que comme ça nous excusera pour la suite exactement. de manière générale.
Euh, Rostand préfère les vers qu'on ne finit jamais et les autres, bon, bah, on les donne, on les écrit, on les imprime. Oui, Mais ce ne oui, sont pas les meilleurs. Selon lui, ce ne sont pas les meilleurs. exactement. Et il a fait un petit poème sur ça. Je le lis. On t'écoute. Mes vers, pour qui je sens la plus grande tendresse, sont tous les noms finis, qui vont par un, par deux. Ces vers dont on remet l'achèvement sans cesse, qu'on retrouve en fouillant dans les papiers poudreux. Quand on est un poète, on est un paresseux. On n'est point patient comme un graveur sur cuivre. Souvent, quand la beauté d'un sujet vous enivre, on se met au travail, mais le feu tombe, mais les vers vont faiblissant si l'on veut les poursuivre. Les meilleurs sont les vers qu'on ne finit jamais. L'idée est délicate, et la forme la blesse des poèmes trop faits. Elle préfère ceux qui ne l'ajustent pas avec trop d'étroitesse. Elle court moins de danger de s'abîmer en eux. Quand on veut achever, cela devient chanceux. La mort du sens exquis bien souvent doit s'en suivre. Ils fond, comme fondrait une étoile de givre qu'on voudrait prendre, ou bien la neige des sommets. Dans des vers terminés, le rêve peut-il vivre? Les meilleurs sont les vers qu'on ne finit jamais. Si vous, vers commencés et puis que l'on délaisse, rondelles abandonnées, refrains harmonieux auxquels on n'a pas fait de chanson, par mollesse, sonnets dont on n'a fait qu'un tiercet merveilleux, c'est vous que le poète aime toujours le mieux. Et tel alexandrin qu'un second n'a pu suivre, dit un charme, un parfum léger dont on fut ivre, mieux qu'un poème long. Ce sont les plus mauvais, les vers, que du tiroir pour la foule on délivre. Les meilleurs sont les vers qu'on ne finit jamais. Lecteur, je suis navré. Ces vers que je te livre, dont peut-être on vendra le papier à la livre, ne sont pas, il s'en faut, hélas, ceux que j'aimais. Car les meilleurs, comment les mettre dans un livre? Les meilleurs sont les vers qu'on ne finit jamais. Un bel hymne au travail et à la paresse, parce que la paresse, elle est là aussi. Oui, oui. Bah, les musardises. Oui, Musarder, c'est traîner, c'est aller par les chemins et puis prendre à l'envie ce qui se présente. c'est exactement ça. Effectivement, on laisse venir à soi tout ce qui nous arrive par l'observation, par l'écoute des choses. Et il le dit de façon très fine et très belle. On sent bien, les vers qu'on finit jamais sont toujours les plus difficiles, ceux qu'on a du mal à écrire. Et puis, plus on écrit, plus le vers descend. Euh, mais ils sont là et ils nous les offrent parce que ce sont eux qui portent l'ensemble. Euh, et nous, on n'a peut-être pas écrit autant de vers que Victor Hugo, mais Oui, il y en a quand même il y en a quelques-uns. Oui. quelques-uns, un bon paquet. Mais tu vois, sur cette idée de faiblesse, je trouve que c'est intéressant parce que, enfin de faiblesse, de fainéantise, euh, le fait de musarder, c'est quelque chose qui est souvent mal compris par les gens qui ne font pas ce métier, qui ne sont pas artistes. C'est-à-dire que c'est une partie importante du travail. Mm. Rêver, c'est une partie importante du travail, fondamentale même. On se dit, bon, lui, il est encore à rêver, là, il faut rien. Non, non, il travaille, monsieur, il travaille. Parce que c'est dans ces moments-là où les idées vont décanter, vont donner quelque chose, finir par crever. J'ai une petite théorie où vous savez qu'un artiste est entouré comme par une bulle qui est perméable que dans un seul sens. Mhm. Et on prend les infos comme ça, on s'égorge, elle ne peut pas ressortir l'info, elle ne peut pas ressortir. Et au moment où on est plein d'un tas d'infos, et ben ça va sortir en une chanson, en une pièce, en ceci, en cela. Et ça va pouvoir être rendu au public, aux gens qui nous ont donné ces informations d'abord. Mais tout ça a besoin de temps, ça a besoin de maturer. Mm. Et la paresse, entre guillemets, le fait de musarder permet ça. C'est ce temps qui est nécessaire à la création de quelque chose. Et c'est vraiment fondamental. Mais c'est souvent mal compris. Oui, parce qu'effectivement, quelqu'un qui ne fait rien, c'est suspect. Oui, Aujourd'hui, c'est ça. On n'est pas productif. c'est pas bon hein, quand on fait rien. Mais pourtant, ça fait tellement de bien. Oui, et même aux gens qui ne sont pas artistes, ils ont besoin pour eux-mêmes s'accomplir, je pense, de rien faire à certains moments, pour ceux qui le peuvent. Parce que Mm.
C'est un luxe aujourd'hui. Et ne rien faire, comme tu dis, c'est mal compris parce qu'on croit que c'est rester allongé et ne plus rien voir. Et il y a ce poème dans Les Musardise aussi, le divan, euh, qui, qui dit ça d'une certaine manière, à sa façon, euh, puisqu'on ne peut pas rester, même si on feignante, on ne peut pas rester allongé, il faut être debout pour vivre. Euh, Quand on est couché sur le divan bas, devant la fenêtre, c'est délicieux car on ne sait pas où l'on peut bien être. Il faut bien vous dire que là, Edmond Rostand a 17 ou 18 ans. Il est en pension et donc il est dans sa chambre d'études et comme tous les étudiants, on aime bien être allongé, puis songer à la vie, à regarder ce qui se passe par la fenêtre. Et donc mollement couché, des coussins au dos, on goûte une joie. On ne voit plus rien entre les rideaux que le ciel de soie. Ni sordide mur, ni toit, ni sommet d'arbre de décembre, mais on revoit tout sitôt qu'on se met debout dans la chambre. Dès qu'on est debout, on voit brusquement tout ça reparaître. On s'étend, plus rien que du firmament dans une fenêtre. C'est pourquoi, souvent, quand je me sens las de vulgaire vie, durant tout un jour, sur le divan bas, je rêve et j'oublie. Et je n'aperçois que du bleu. Du bleu dans la baie, le soleil y vient, une heure, au milieu, faire sa flambée. Oh, ne pas bouger, ne pas faire un pas vers cette fenêtre. Croire que la cour affreuse n'est pas et ne peut pas être. Oh, dire au tableau, je ne te permets que ce qui s'étoile. Se placer toujours pour ne voir jamais le bas de la toile. Il serait trop beau. Ne pas lire tout, choisir dans le livre, mais on ne peut pas. Sans être debout, on ne peut pas vivre. Ce qu'il faut pouvoir, ce qu'il faut savoir, c'est garder son rêve. C'est se faire un ciel qu'on puisse encore voir lorsqu'on se lève. C'est avoir des yeux qui, voyant le laid, voient le beau quand même. C'est savoir rester parmi ce qu'on est avec ce qu'on aime. Belle leçon de vie de la part de ce jeune homme qui a une belle conscience, une belle appréhension en fait de la nature humaine Ouais. déjà et on sent à travers ce poème que tu nous as lu, les vers qu'on finit jamais et le divan, toute la poésie et toute la force même de ces poèmes. Il y a déjà du Cyrano. Oui, oui. Oui, il y a déjà de volonté, je trouve, d'éclore. Mhm. Alors là, si c'est les adolescents, on est vraiment là-dedans, quoi. Il a gardé avec Cyrano, avec les glands. Mais c'est une métaphore pour le poète, de toute façon. J'ai quelque chose à l'intérieur de moi. Enfin, pour le poète, ça peut être l'acteur, ça peut être quel que soit l'artiste, mais ce quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi, comment je vais faire, par quel biais, comment je vais faire pour le sortir, Mm. pour que ça puisse éclore, Donc ça explose, pour que ça explose, pour que ça naisse. ça Il naisse. faut naître à soi-même, se faire naître toutes les choses qu'on a à l'intérieur de soi, alors soit pour soi, pour les autres, mais il faut que ça naisse, quoi. Tu as choisi d'autres passages de Musardini. Oui, Alors, lequel autre tu aimerais bah, peut-être qu'on peut faire la brouette, je la trouve assez rigolote. Allez. La brouette, donc. Tel un prince héritier qui se déguise et rôde afin de démasquer l'injustice et la fraude dans les états du roi, son père, tel Jésus reprend parfois son jeune front mortel, quitte en secret le firmament du Dieu son père et, blond, s'en vient un peu voyager sur la terre, télémaque divin que, comme un vieux mentor, le bon Saint-Pierre, autant son auréole d'or pour n'être pas trahi par ses feux, accompagne. Un jour, ayant battu longuement la campagne, le Seigneur et le Saint, en hiver, firent halte en un bois dont le feuillage vert n'était plus sur le sol que de l'humus rougeâtre. Saint-Pierre eût bien voulu s'asseoir au coin d'un âtre et chauffer ses vieux doigts, mais la seule maison qui leva le chapeau de chaume à l'horizon ne penchait pas au vent la plume de fumée qui fait rêver bon gîte et soupe parfumée.
Donc ce bois valait mieux. D'autant que le soleil y donnait. Un soleil pas bien chaud, c'est vrai, timidement vermeil, mais tout de même point trop à dédaigner dans ce matin si blême. Et Pierre, tout fourbu d'aller par les chemins, s'étant assis, tendait vers ce soleil ses mains et les dégourdissait dans la lumière rose, cependant que Jésus rêvait à quelque chose, debout, et ne sentant ni fatigue ni froid. Pierre cria soudain, « Maître, fils de mon roi, regardez, regardez cette femme, n'est-elle pas stupide ou folle? Sur mon âme, elle veut ramasser du soleil, voyez-la. » Jésus leva les yeux. Une femme était là, de ces vieilles des champs au dur profil de chouette. Et la vieille, devant une énorme brouette, se tenait au milieu du sentier, à l'endroit qu'éclairait un rayon de soleil tombant droit. Et sitôt qu'il venait dorer son véhicule, la vieille tentait la chose ridicule d'emporter le soleil et tirait au brancard bien vite. Mais au moindre des écarts qu'elle faisait du point frappé par la lumière, le soleil s'échappait de la brouette. Et Pierre se divertissait fort à regarder ce jeu. La capture, d'abord, du beau rayon de feu entre les haies boueux et gris qui l'illuminent, puis la fuite rapide, et la piteuse mine de la vieille pauvresse, interdite un moment, mais qui recommençait bientôt, patiemment, sans comprendre pourquoi, dès qu'elle rentrait dans l'ombre, elle ne tirait plus qu'une brouette sombre. Est-elle simple? Dieu, voyez ce qu'elle fait. Bon, elle recommence. Et Pierre s'exclavait. Mais voici que Jésus, dont l'intérêt s'éveille, s'approche et doucement interroge la vieille. Femme, que fais-tu là? N'as-tu plus ta raison? Il règne un froid terrible en cette âpre saison, et je ne comprends pas, ô femme, que tu veuilles, plutôt que ramasser du bois sec et des feuilles, ramasser ce rayon, à peine réchauffant. C'est pour le rapporter à mon petit enfant, dit la femme, en levant le front. Je suis l'aïeul d'un pauvre enfant malade, à qui je reste seul, car cet hiver, le père et la mère sont morts. Pour travailler, mes bras ne sont plus assez forts, je ne peux que glaner, et ce travail-là chôme. Et l'enfant va mourir sous notre triste chaume, sans même avoir connu ces douceurs, ces bonbons qui font sourire encore les petits moribonds. Ne pas pouvoir gâter alors qu'on est grand-mère, c'est dur. Que lui donner? Je ne savais que faire, mais voici qu'il me dit ce matin, au réveil, je serais bien content si j'avais du soleil. Car le soleil jamais n'entre dans ma chaumière, et mon petit enfant est privé de lumière. Alors voyant qu'ici le soleil avait lui, je viens en ramasser un bon morceau pour lui. Et la vieille reprit avec foi sa besogne. Quand il se sent ému, Saint-Pierre se renfrogne. Il dit, elle est stupide, elle ne voit donc pas que son soleil s'en va dès qu'elle fait un pas. Cette vieille cervelle est dure comme pierre et ne comprend plus rien. Mais Jésus dit à Pierre, pensif, ayant rêvé sur cette femme, on ne sait pas ce que l'amour des simples peut. Mais n'ayant pas compris toutes ces paroles, saint Pierre répétait, mais cette femme est folle, Seigneur, elle est folle. Soudain, il s'arrêta, presque aussi confondu que quand le coq chanta, car la vieille, maintenant, marchait sous les branches et les rayons restaient entre les quatre planches et les rayons, dans l'ombre, étincelaient encore. Et paraissant pousser devant elle un tas d'or, sans s'étonner, la vieille, impassible et muette, emportait le soleil dans son humble brouette. J'aime beaucoup. Quand ils se sont émus, Saint-Pierre se rend. Oui. Ça va pas. Il va puiser effectivement dans les évangiles aussi des histoires. Il en a écrit une, il a écrit une pièce de théâtre autour des évangiles pour Sarah Bernard d'ailleurs. Il a écrit deux pièces d'ailleurs pour Sarah Bernard. L'autre, je n'arrive pas à me souvenir du titre de celle-ci qui est tirée de l'évangile de Saint Jean. Et il avait écrit une première pièce pour Sarah Bernard qui le lui avait demandé suite au succès de Cyrano de Bergerac, la princesse lointaine, inspirée d'un fait qu'il avait vu dans un livre, l'histoire d'un troubadour, 13e, 14e siècle, qui
était amoureux d'une princesse de Tripoli qu'il n'avait jamais vue de sa vie, mais il a passé sa vie entière à écrire des vers pour elle. Et puis à la fin de sa vie, il s'est dit, bah, tiens, peut-être que j'irai lui rendre visite. Il a fait ce voyage vers Tripoli. Et voilà, donc c'est le sujet de la princesse Winter. Et l'histoire dit s'il a été déçu en la voyant Non, alors en fait, comme il est trop malade, comme il est tombé malade sur le bateau, c'est son secrétaire, on va dire, Il n'a même pas pu aller la voir. il n'a pas pu aller voir. Son secrétaire qui va voir donc la princesse de Tripoli. Le secrétaire évidemment tombe amoureux de la princesse, qui croit qu'effectivement que lui est le troubadour. Et puis, quiproquo, donc évidemment, dénouement du quiproquo, la princesse se rend compte que ce n'est pas le troubadour, et elle se rend au bateau, rencontre son vrai troubadour, et tombe amoureuse. Et ça se fait à mi-chemin sur le bateau. C'est Voilà. merveilleux, ça. Tout va bien. Donc, effectivement, Edmond Rostand a puisé beaucoup dans l'histoire. Mais ça, c'est près 19e siècle. Hein. Mm. Hugo, il y a Bien sûr. une référence biblique tous les deux vers. Mhm. Ces gens-là connaissaient tous la Bible par cœur. Bien sûr, bah, c'était quasiment une éducation. Oui, bien sûr. Ça faisait partie de leur éducation. Et quasiment une lecture de chevet. Mm. Parce que par l'évangile aussi, beaucoup de paraboles sont données, et ce sont effectivement des belles paraboles de la vie aussi. Le soleil, la nature, ce qu'apporte la nature, ce que nous donne ce monde qui nous entoure, créé par Dieu, qui est là et qui est un cadeau à chaque fois, une offrande. Et justement, ça fait écho parce que elle a attrapé le soleil dans sa brouette. Ce fameux Cyrano de Bergerac, qui est issu donc d'un vrai personnage, Savinien de Cyrano, qui a vécu à la même époque que Molière, qui est juste un peu plus vieux, qui a 3 ans de plus, qui a été effectivement cadet, a écrit un diptyque qu'on considère comme étant l'un des premiers de romans de science-fiction, peut-être pas, mais qui s'appelle Empire du Soleil et de la Lune, où il s'imagine aller visiter les gens qui habitent dans le Soleil et les gens qui habitent dans la Lune. Et ça sert à prétexte philosophique pour donner son avis sur la société. Il a écrit aussi comédie, tragédie. Il aurait eu donc le même professeur de mathématiques que Molière, un certain Gassendi, qui était philosophe aussi, astronome. Donc, fort probable que les deux se sont connus. Ils se sont pas forcément liés d'amitié, mais bon, il est fort probable que Cyrano ait vu les pièces que Molière jouait à l'époque avec l'illustre théâtre. Et donc, effectivement, qui portera, on verra ça tout à l'heure, le fait que Molière aurait pris des vers de Cyrano, Oui. le fameux Que diable allait-il faire dans cette galère, que diable a été fait dans cette dans ce galère. capin? Voilà. Et donc, toi, quand tu as 14 ans, tu t'es dit, moi, je veux être sur scène, c'était ton rêve. Ce rêve-là, tu l'as réalisé, puisque du coup, tu as fait un jour Cyrano. Oui, en plus, j'ai réussi je l'ai mis en scène et je l'ai joué. Il y a de ça maintenant 5 ans peut-être, 4 ans, je sais pas. Et c'était une aventure assez incroyable. C'était en masque. Un masque. En masque, en demi-masque issu de la comédie dell'arte, des masques en cuir. Je travaille le masque aussi depuis longtemps maintenant. Et oui, moi, ce qui m'avait plu dans ce Cyrano, c'était le fait que Rostand refuse la réalité. Moi, c'est ce qui m'avait, je ne l'ai analysé que plus tard, mais en tant qu'adolescent, c'est ce qui m'avait touché, ce refus de la réalité. La réalité elle est trop violente. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que je suis devenu comédien par refus de la réalité. Moi, je trouve ce monde extrême, beaucoup trop violent. Ça ne me convient pas du tout. Donc, bon, il faut bien y vivre. Donc, en étant comédien, peut-être ça facilite un petit peu les choses et le rapport à la vie et au réel. Et Rostand, lui, on est en 1897, je crois, quand il écrit Cyrano. On est dans une étape au théâtre français où on va vers une vague de réalisme avec le théâtre Antoine, etc.
Et lui dit non, 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 moi j'écris en vers, on va faire un décor, un bas de réalisme, et Cyrano nous dit, ben non, moi je veux rêver à la lune, je veux avoir la liberté de faire un vers ou de me battre comme je veux, euh, mais je n'accepte pas vos manigances, je n'accepte pas vos règles. Je vivrai, quitte à en mourir, et il va en mourir, selon les miennes. Et c'est-à-dire avec élégance, c'est-à-dire... Et ça m'avait beaucoup touché, et c'est aussi pour ça que je l'ai monté en masque. C'était aussi une façon de s'éloigner du réalisme et de dire non, regardez, on a d'autres grilles de lecture que le réalisme. Euh, c'est pas parce que voilà, c'est au XVIIe siècle, alors on va prendre que les trucs du XVIIe siècle, rendre tout très réaliste, etc. Non, le décor n'était pas réaliste. C'était pour laisser la place à l'imaginaire du spectateur, lui offrir de musarder pendant 3 heures de spectacle, de laisser aller son cerveau et de dire vas-y voyage, tiens, on te convie à un voyage, viens voyager avec nous et tu verras bien ce que ça te fait, quoi. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir enfin le faire. Ça a été une expérience assez émouvante, parce que ça faisait quand même une trentaine d'années que j'attendais ce moment-là. Et ouais, c'était très chouette. À la première, il y avait mon frère, ma mère qui était dans la salle, qui connaissent la valeur que ça a pour moi. C'était un moment très, très émouvant pour nous trois. Et ben, si on en lisait justement quelques extraits, puisque on aime vous faire partager les œuvres. C'est la version scénique. Elle a vécu. Elle a vécu. Ouais. Les œuvres dont nous vous parlons, c'est l'objet effectivement de cette émission. Où là aussi, ben, je vous invite à fermer les yeux, à être tranquillement sur le divan, justement, à regarder par la fenêtre. Et on va prendre, on est à l'acte 2, scène 8, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais Cyrano, si vous connaissez l'histoire, après cette bataille qui a eu lieu à l'Opéra parce qu'il voulait virer Montfleury de scène. Montfleury est un véritable acteur qui a existé à l'époque de Saladin de Cyrano. Trop mauvais acteur. Donc Cyrano veut le virer de scène. Petit duel à la fin de cette scène. Et puis il rentre chez lui et il est attaqué par une centaine de... C'est l'attaque. Oui, oui, les 100 personnes payées à part de Guiche pour le bastonner, pour lui donner une leçon. Mais il les bat. Voilà, il ratiboise les 100 d'un coup. Et donc là, il rentre dans sa caserne, je ne sais pas comment on appelle ça à l'époque, où sont cantonnés les Gascons. Tout le monde est là, veut entendre l'histoire de cette nuit rocambolesque. De Guiche est là aussi, et il l'envoie péter De Guiche. On peut dire simplement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est une bonne formule. Voilà. Il envoie péter De Guiche et tous les Gascons sont là. De Guiche vient de partir et ça commence comme ça. Et donc Cyrano dit, saluant tous les sortants, mesdames et messieurs. Le Bray, donc c'est la scène avec le Bray qui est son capitaine de garde. C'est son ami. Son ami. Très proche. Dans quel joli drap. Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'asséner toujours la chance passagère devient exagéré. Eh bien oui, j'exagère. Ah. Mais pour le principe. Et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire, la fortune et la gloire. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant? Prendre un patron? Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force? Non merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale? Non merci.
D'une main, flatter la chèvre au cou, cependant que de l'autre, on arrose le chou, et d'honneur de céder par désir de rhubarbe, avoir son encensoir toujours dans quelque barbe, non merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rames et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames. Non merci, chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant. Non merci, ça les faire nommer pape par des conciles que dans les cabarets tiennent des imbéciles. Non merci, travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres. Non merci, de découvrir du talent comme Mazette, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François. Non merci, calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger déplacé, se faire présenter. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, lire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense, dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste, d'ailleurs, se dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis s'il advient d'un peu triompher, par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Tout seul, soit, mais non pas contre tous. Comment diable as-tu donc contracté la manie effroyable de te faire toujours, partout, des ennemis? À force de vouloir vous faire des amis, et rire à ces amis dont vous avez des foules, d'une bouche empruntée au derrière des poules. J'aime raréfier sur mes pas les saluts, et m'écris avec joie un et demi de plus. Quelle aberration! Eh ben oui, c'est mon vice. Déplaire est mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Si tu savais comme l'on marche mieux sous la pistoletade excitante des yeux, comme sur les pourpoints font d'amusantes tâches le fiel des envieux et la bave des lâches. Vous, la molle amitié dont vous vous entourez ressemble à ces grands cols d'Italie, ajourés et flottants, dans lequel votre cou s'effémine. Il est plus à l'aise, mais de moins haute mine. Car le front n'ayant pas de maintien ni de loi, s'abandonne à pencher en tous sens. Mais moi, la haine chaque jour me tuyote et m'apprête la fraise dont l'emploi force à lever la tête. Chaque ennemi de plus est un nouveau gaudron qui m'ajoute une gêne et m'ajoute un rayon. Car pareil en tout point à la fraise espagnole, la haine est un carcan. Mais c'est une auréole. Fais tout haut l'orgueilleux et la mère, mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. C'est tout. Et là, les cadets arrivent et réclament le fameux discours, le fameux récit du combat. Voilà. Et parmi ces cadets, il y a Christian de Nébulette, donc qui s'est installé dans un coin. Et on lui a averti qu'il fallait surtout pas qu'il parle de son pif. Et il va intervenir pendant le récit du combat. Et il va intervenir assez intelligemment d'ailleurs, Oui, oui. en citant le mot nez, non-stop, le nez, dans le nez, sur le nez, pour provoquer Cyrano et montrer aux autres cadets qu'il a du courage. Voilà, il y en a vraiment. Et à bout, Cyrano part dans une colère et vire tout le monde. En demandant de laisser seul Christian et lui. Christian et lui. Et là, tout le monde a peur pour Christian. Ah là, ils sortent 12 en disant on va retrouver en chair à pâté, il va le transformer en chair à pâté, ça va être un massacre épouvantable.
Il va décorer les murs. Sauf que Cyrano sait, de la scène précédente, que sa tendre Roxane, bah, c'est Christian qu'elle aime, et qu'elle lui a fait promettre de le protéger. Mm. Donc il est un petit peu embêté parce qu'il ne peut pas le réduire en bouillie vu qu'il est chargé de le protéger. Voilà. C'est vrai qu'il faut dire que si on replace tout dans son contexte, il y a ces scènes qui sont merveilleuses avant où il se rend chez Ragno parce que Roxane lui a donné rendez-vous et que là il est tout tremblotant parce qu'il pense qu'il va pouvoir lui parler ou qu'elle veut lui dire quelque chose qui réponde à son cœur et en fait elle lui avoue que là Qu'elle aime un autre. qu'elle aime un autre. C'est pas un moment facile. C'est pas facile. Non. Et donc les cadets sont sortis. Cyrano et Christian restent seuls. Ils se toisent un moment. Et Cyrano finit par lui dire: embrasse-moi, Monsieur? brave. Ah ça mais... Très brave, je préfère. Me diriez-vous... Embrasse-moi, je suis son frère. Mais de qui? Mais d'elle, hein? Mais de Roxane. Ciel! Vous, son frère? Tout comme un cousin fraternel. Elle vous a... Tout dit. Même tel? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Oh, pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau, le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire... Mais tous ces nez que vous m'avez... Oh, je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas, Quoi? c'est me perdre que de cesser de rester quoi? Comment? Là, je suis sot à m'en tuer de honte. Mais non, tu ne l'es pas puisque tu t'en rends compte. D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sot. Bah, on trouve des mots quand on monte à l'assaut. Oui, j'ai certes un esprit facile et militaire, mais je ne sais, devant les femmes, que me taire. Oh, leurs yeux, quand je passe, sont pour moi des bontés. Leurs cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez? Non, car je suis de ceux, je le sais, et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Tiens, il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent en parler. Oh, pourquoi exprimer les choses avec grâce? Être un joli petit mousquetaire qui passe. Roxane est précieuse, et sûrement je vais désillusionner Roxane. Si j'avais, pour exprimer mon âme, un pareil interprète, Il me faudrait de l'éloquence. je t'en prête. Toi, du charme physique et vainqueur, prête-moi, et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à nous deux, nous la séduisions? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle à ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Mais Cyrano, Christian, veux-tu, tu me fais peur. puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions, et bientôt tu l'embrasses, collaborer un peu tes lèvres et mes phrases? Tes yeux Veux-tu? Ah. Mais quoi? Cela te ferait tant de plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté, je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre, je ne pourrai jamais... Tiens, la voilà la lettre. Comment? Hormis l'adresse, il n'y manque plus rien. Je... Ah, tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. Vous aviez... Ah, nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des chloris de nos caboches. Car nous sommes ceux-là qui, pour amante, n'ont que du rêve soufflé dans la bulle d'un nom. Prends, et tu changeras, en vérité, ses feintes. Je lançais au hasard ses aveux et ses plaintes. Tu verras se poser tous ces oiseaux errants. Tu verras que je fus dans cette lettre. Prends, d'autant plus éloquent que j'étais moins sincère. Prends donc et finissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Écrire en divagant... Enfin, ira-t-elle à Roxane? Elle ira comme un gant. Mais... La crédulité de l'amour-propre est telle que Roxane croira que c'est écrit pour elle. Mon ami... Et là, les deux se tombent dans les bras et les cadets reviennent juste à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a un grand silence, ils n'entendent plus rien, ils C'est ça. pensent qu'il a été trucidé. Le cadet rentre, il dit plus rien. Un silence de mort. Je n'ose regarder. Et là, il voit les deux dans les bras de l'un de l'autre. Hein? Ah! Oh, c'est trop fort! Ouais, notre démon est doux comme un apôtre. Quand sur une narine on le frappe, il tend l'autre. Et le mousquetaire qui voulait faire un peu le bravache arrive. On peut donc lui parler de son nez maintenant. Hé, Lise, tu vas voir. Oh, 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 c'est surprenant. Quelle odeur! Mais monsieur doit l'avoir reniflé.
Qu'est-ce que cela sent ici? Et Cyrano répond en lui mettant une grande tarte dans la giroflée. Et bah, Rideau et fin de l'acte 2. Voilà, c'est magnifique ce contrat. Toi la beauté, moi l'éloquence. Comme si effectivement il manquait toujours chez l'homme quelque chose qui lui permettait d'être un être entier. qui partira à deux à l'assaut de leur amour finalement, Mm. tous les deux. Ce qu'a vécu un petit peu Edmond Rostand dans sa vie, parce qu'il était terrorisé par l'écriture euh, de Cyrano, euh, terrorisé par cette pièce sur laquelle il s'est lancé à une époque où il montait une autre pièce avec Sarah Bernard, où il ne croyait absolument pas du tout que ça allait fonctionner. C'est sa femme, son épouse, qui l'a, Rosemonde, je ne me souviens plus de son nom, Rosemonde quelque chose, qui l'a poussé, qui l'a encouragé, qui a été là avec lui pour lui dire mais non mon chéri, vas-y, continue. Ce que tu fais est bien, un petit peu du coup comme Cyrano qui fait à Christian, mais vas-y, tu vas y aller. Cette même merveilleuse scène du balcon, jusqu'à effectivement trembler le jour de la première. Ce que tu as dû vivre toi aussi en tant que metteur en scène, j'imagine. Bah oui, on n'est jamais sûr de rien, hein. Je me souviens dans la mise en scène que j'avais faite, Roxane, dans la scène du balcon, donc il y avait toute une paroi comme ça, et Roxane était en fait en haut du balcon, et à un moment, le mur s'avançait, en fait, et Roxane était comme une immense poupée, elle était comme une tour, en haut d'une tour, et sa robe descendait tout le long de cette tour, elle était à 3 mètres et quelques, et cette poupée s'avançait et c'était des arceaux de fer entremêlés les uns avec les autres qui étaient sous la robe, comme ça. Et Christian montait dans, entre les jupes de Roxane pour accéder jusqu'à la tour, pendant que Cyrano, lui, faisait par les mots le travail, quoi. Mhm. Et ils montaient les deux à l'assaut de cette tour imprenable, comme ça. Il y avait une immense Roxane de 4 mètres. Voilà. C'était assez. Je te montrerai des photos, tiens. Ah oui, c'est un grand plaisir. Et voilà, c'était les deux parties d'un même être qui partaient à la conquête de leur amour. Ouais. Et donc, Rostand lui-même, le jour de la première, est sur scène avec les figurants au premier acte pour leur montrer les déplacements. Je pense que la mise en scène avait dû être rapidement faite. Et à la fin du premier acte, premier applaudissement, et c'est déjà le succès. Gros succès. Gros succès. Il recevra la Légion d'honneur, je crois, à la fin ou au second acte, de la part d'un ministre qui est là, qui lui accroche là. Qui lui prend sa propre Légion Oui, d'honneur et c'est qui lui, ça. lui accroche. Qui lui accroche. L'ovation durera, à la fin de la pièce, je crois, une quarantaine de minutes. Et ça circulera à travers tout Paris en disant qu'un nouveau génie est né. C'est juste. Ah, il est passé du tréfonds à la gloire, quoi.